Le 27 mars 1920, à Laval, naît Jean Préhus. Jean Préhus est né dans une famille catholique. C'est ici, en la basilique d'Avenières, qu'il a été baptisé. Son père, Édouard, est alors chef de bataillon. Durant toute son enfance, Jean Préhus aura une grande admiration pour son papa, dont il suivra les traces à l'âge de 18 ans en s'engageant dans l'armée. Un an plus tard, Jean Préhus a 19 ans et la Seconde Guerre mondiale éclate. Il part sur le front pour défendre la France. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. L'armée française dépose les armes. Et tous les soldats sur le front sont alors déclarés prisonniers de guerre. Jean Préhus, en l'occurrence, étant à proximité de la frontière allemande, va être envoyé directement vers les Stalags qui se trouvent sur le territoire allemand, contrairement à d'autres prisonniers français qui vont rester dans les fonds Stalag qui sont sur le territoire français jusqu'à la fin des années 40, début des années 41. Le statut de prisonnier de guerre, il est vraiment encadré par la Convention de Genève qui est signée en 1929, qui est une règle qui permet d'encadrer la vie des prisonniers de guerre dans les camps, de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'on peut en faire. Elle protège les prisonniers parce que c'est vraiment une règle internationale qui régit l'encadrement des prisonniers de guerre et par exemple des articles qui désignent les travaux que peuvent effectuer les prisonniers de guerre et ceux qui ne peuvent pas effectuer. Par exemple, les soldats ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer des armes à destination de l'armée allemande. La Convention de Genève permet également aux prisonniers de guerre de correspondre avec leurs familles, en leur envoyant et en recevant du courrier. Les détenus reçoivent également un salaire pour le travail qu'ils fournissent. Qui va être envoyé à Stalag dans la région de Cologne, qui va recevoir un matricule comme tous les soldats prisonniers de guerre. Et ensuite ils vont être envoyés dans différents commandos pour travailler, puisque l'Allemagne manquait déjà de main d'œuvre au début de la guerre. Donc il était dans la région de Cologne et Bonn, et là, voilà, il a été dans deux Stalags différents, donc le Stalag 6H et le Stalag 6G. Et à partir du Stalag 6G, il a été envoyé dans un commando, le 624, dans lequel il travaillait pour une usine d'aviation. C'est vraiment un travail d'usine qu'il a pu effectuer jusqu'en 1944. En décembre 1943, la captivité de Jean Préhus va prendre un tournant. L'ordonnance de Kaltenbrunner identifie l'action catholique dans les camps de travail comme une menace. Ainsi, avec cette ordonnance, Jean Préhus n'est plus un prisonnier de guerre, mais il devient pour le régime nazi un prisonnier politique. Qu'il va être arrêté donc en août 1944 par la Gestapo, qui va devenir prisonnier politique et qu'on désigne maintenant déporté. Il va être envoyé dans une prison à Brauweiler et ensuite transféré vers le camp de concentration de Buchenwald. D'abord envoyé à la prison de Brauweiler, où il subira des entretiens musclés, Jean Préhus quittera cette ancienne abbaye bénédictine au bout de 3 semaines pour le camp de concentration de Buchenwald. Ils vont arriver au camp de Buchenwald le 17 septembre 1944, donc on est 3 semaines, un mois après leur arrestation. On attribue à chaque déporté un matricule, on leur relève leur identité, on leur relève leur nom, leur prénom, ils deviennent un numéro, un simple numéro, qu'ils ont brodé sur l'uniforme. On rase tous les déportés aussi, ils sont rasés de la tête aux pieds. Et on leur attribue donc l'uniforme rayé. Et ensuite on les affecte vers différents commandos pour là effectuer du travail au service de l'économie de guerre allemande. Là on est en 1944, donc là c'est vraiment la période où l'Allemagne a vraiment besoin de matériel militaire pour continuer le combat contre les Alliés qui viennent de débarquer en Normandie en juin 1944 et en Provence en août 1944. Donc voilà, c'est vraiment la grosse période où l'Allemagne a besoin de matériel. Donc, ils mettent les bouchées doubles pour produire un maximum de matériel militaire. Ainsi, Jean Préhus deviendra le 81 817. Il souffrira de la faim, du froid, de la promiscuité, du manque d'hygiène, mais aussi du manque de sommeil. Le père Harry, un de ses compagnons de captivité, témoignera qu'à Buchenwald, sur toute la durée de leur séjour, ils ne dormiront environ que 2 à 3 heures par nuit, parce qu'ils étaient trop dans les baraquements par rapport au nombre de lits, et donc ils organisaient des roulements pour que chacun puisse s'allonger. Jean Préhus sera envoyé sur une annexe de Buchenwald pour travailler, l'usine de Langensalza. Dans cette usine, on y fabriquait des avions.
En 1945, les Alliés s'approchent. Pour effacer leurs traces, les nazis décident de vider les camps. Ça, c'est un mouvement qui a été généré à partir de la libération d'Auschwitz, donc en janvier 1945. Les nazis ont voulu effacer un maximum leurs traces de leur massacre. Et donc au fur et à mesure, les déportés étaient concentrés vers le centre de l'Allemagne. Donc Buchenwald étant un peu plus à l'ouest de l'Allemagne, ils ont voulu les recentrer vers le sud de l'Allemagne, vers Dachau, donc en Bavière, qui était une des dernières places fortes tenues par les Allemands jusqu'à quasiment la fin de la guerre. Le périple de Jean commence par une marche de 7 km pour rejoindre la gare de Weimar. Dans cette gare, les nazis entasseront les détenus. À peu près 9 hommes par mètre carré seront obligés, jour et nuit, de rester debout. On leur donne 2 jours de vivre, alors que le convoi de la mort durera, lui, 21 jours. Le mercredi 25 avril 1945, des avions russes mitraillent le convoi. Jean Préu est touché. Il reçoit une balle. Laissé sans soin, il meurt 2 jours plus tard. Il avait 25 ans. C'est dans l'église des Cordeliers que 6 mois plus tard, sa famille organisera un service religieux pour lui rendre hommage. Dans un même temps, à l'institution du Sacré-Cœur, une plaque est inaugurée, lui rendant hommage, ainsi qu'à toutes les autres victimes, anciennes élèves de l'institution du Sacré-Cœur. Il va être reconnu déporté résistant, alors déporté politique dans un premier temps, et ensuite déporté résistant. Et à ce titre, il va recevoir la médaille de la Résistance en 1968. Et en 1946, il va recevoir une médaille commémorative des déportés politiques de la Mayenne. Donc une médaille qui était nominative, donc il y a une médaille avec son nom qui est gravé dessus, donc qui le reconnaît comme déporté politique mayennais. Mais la mémoire de Jean Préu ne s'arrête pas là. Avec 49 autres martyrs de la Seconde Guerre mondiale, morts tout simplement parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, Jean Préu sera béatifié en la cathédrale Notre-Dame de Paris le 13 décembre prochain. La mémoire de Jean Préu et de tous les déportés mayennais, victimes de la Seconde Guerre mondiale, est entretenue par le Mémorial des déportés de la Mayenne. Donc le mémorial, c'est un lieu qui a ouvert ses portes en 2012 à l'initiative d'une association d'anciens déportés et de descendants de déportés. La présidente depuis le début, c'est Madame Jocelyne Doumeau, qui est fille de déportés. Son père était déporté résistant de Mayenne. Donc il a effectué différentes déportations dans différents camps. Il est revenu de déportation. Donc ça a été le porte-parole des déportés du département jusqu'à son décès en 1995. Et en 1996, sa fille Jocelyne a repris le relais de cette transmission de la mémoire des déportés. Elle a pu aller à la rencontre d'autres déportés, de familles déportées, enregistrer les témoignages de déportés. Et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'il y avait des objets qui avaient été ramenés par certaines familles, certains déportés. Et donc là est venue l'idée de créer ce mémorial pour rendre hommage à tous les déportés du département, donc déportés résistants et déportés juifs. Actuellement, on rend hommage à 547 déportés mayennais à travers donc l'exposition d'objets et aussi le mur des noms sur lesquels apparaissent donc, tous les déportés du département.